intuition scientifique. A priori, ces deux termes semblent contradictoires et en parfaite opposition. Or, il n'en est rien. L'intuition est tout à fait essentielle dans le processus scientifique, comme nous allons le voir. Alors, l'intuition est la perception extrasensorielle spontanée et brève d'une information ignorée du sujet. Et ceci sans recours au raisonnement ou à l'expérience. On pourrait comparer les perceptions intuitives à la partie immergée d'un iceberg, que la psychologie nomme inconscient ou subconscient, et que nous nommerons logiciel de l'infinitude. Comme je le disais, un cliché général voudrait que l'intuition soit un processus radicalement différent du processus scientifique. Le grand mathématicien Henri Poincaré, qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes de l'intuition, résumait ainsi l'intuition et la logique. Il disait la logique est l'instrument de la démonstration, tandis que l'intuition est l'instrument de l'invention. Le cerveau est structuré en deux hémisphères, aux fonctions si radicalement différentes et complémentaires, qui peuvent être considérées comme deux personnalités distinctes. Alors le schéma présente les deux hémisphères avec leurs deux logiciels de pensée. Alors pourquoi logiciel ? Parce que ce qui représente le mieux l'intelligence humaine, c'est l'intelligence artificielle. Donc, dans l'hémisphère gauche, les fonctions qui sont limitées au monde fini, et dans le droit, le logiciel de l'infinitude, c'est-à-dire celui qui est capable de percevoir l'infinitude comme une évidence. Alors la répartition qui est présentée ici est celle des droitiers, qui doit représenter environ 95% de la population. Pour les gauchers, c'est simplement l'inverse. Alors pour marquer l'immense différence entre le logiciel du monde fini et celui de l'infinitude, nous représentons la tête et le cerveau de manière inégale. Alors à gauche, nous avons la perception dualiste du monde, dualiste, c'est-à-dire deux, moi et puis les autres. C'est aussi l'ego, c'est-à-dire aussi l'égoïsme, qui en est la conséquence. À droite, la non-dualité, qu'on appelle le monisme, du grec monos, un, c'est la perception de l'unité fondamentale de l'univers derrière les apparences d'une infinie diversité. Pour la perception moniste, l'autre n'est qu'une autre forme de moi. Et par conséquent, tout ce que je fais à l'autre, je le fais à moi. C'est évidemment la conséquence naturelle de l'empathie, l'altruisme, l'amour. Ensuite, nous avons à gauche les perceptions sensorielles, au sens physique, et à droite, les perceptions extrasensorielles. Alors, dans les perceptions sensorielles, il y a les 6 sens physiques. 6 sens, pourquoi ? Parce qu'on oublie le 6e sens physique, qui est le sens proprioceptif, qui est le sens de la perception de notre corps, c'est-à-dire de nos organes, de nos muscles. Alors nous voyons maintenant le langage. Le langage est une fonction spécifique de l'hémisphère gauche, tandis que l'expression non verbale est caractéristique du fonctionnement du logiciel de l'infini. Ainsi, le mathématicien Jacques Hadamard écrit « J'insiste pour dire que les mots sont totalement absents de mon esprit quand je pense réellement. Je me comporte ainsi vis-à-vis des mots, mais aussi vis-à-vis des signes algébriques. Je les utilise quand je fais des calculs faciles, mais chaque fois que la question semble plus difficile, ils deviennent un bagage trop encombrant pour moi.
J'utilise alors des représentations concrètes, mais d'une nature entièrement différente. En effet, les mots et les signes mathématiques sont les outils du logiciel du monde fini, et leur absence démontre que le processus de l'invention n'implique que le logiciel de l'infinitude. La description de l'esprit en deux systèmes de pensée a été faite par de nombreux auteurs. Par exemple, le professeur Lucien Israël, Lindsay Williams, Daniel Kahneman, qui est psychologue, qui fait prix Nobel d'économie, et qui appelle ces deux systèmes, système 1, système 2. Alors le premier est intuitif, inconscient et rapide. Le second est logique, conscient, analytique, mais lent et coûteux en termes d'effort. La description peut-être la plus claire a été donnée par Henri Poincaré en rapportant l'expérience suivante. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude, je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule, je les sentais comme se heurter, jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Il semble que dans ce cas, on assiste soi-même à son propre travail inconscient, qui est devenu partiellement perceptible à la conscience surexcitée et qui n'a pas pour cela changé de nature. On se rend alors vaguement compte de ce qui distingue les deux mécanismes, ou si vous voulez, les méthodes de travail des deux moi. Et il conclut, le moi inconscient est capable de discernement, il a du tact, de la délicatesse, il sait choisir, il sait deviner. En un mot, le moi subliminal n'est-il pas supérieur au moi conscient ? Einstein, qui était particulièrement intuitif, a écrit « La tâche suprême du physicien consiste donc à rechercher les lois élémentaires les plus générales, à partir desquelles, par pure déduction, on peut acquérir l'image du monde. Aucun chemin logique ne conduit à ces lois élémentaires. Il s'agirait plutôt exclusivement d'une intuition se développant parallèlement à l'expérience. Son fonctionnement intuitif est décrit par un de ses collègues, le physicien Banesh Hoffman. Il y avait parfois, au cours de ce travail, la recherche, des moments où l'on était complètement dérouté. Dans ces cas-là, lorsqu'on n'arrivait pas à franchir l'obstacle par une discussion serrée, Einstein disait tranquillement, dans son anglais pittoresque, « I will a little think », il ne savait pas prononcer le « the ». Puis, dans le silence qui soudain s'était fait, il marchait lentement, de long en large, ou tournait en rond, sans cesser de tortiller une boucle de ses cheveux autour de son index. Son visage prenait une expression à la fois rêveuse, lointaine et pensive, nul signe d'angoisse, nulle trace extérieure de son intense concentration, nulle séquelle de la discussion passionnée qui avait précédé. Rien qu'une calme communion intérieure. Einstein au travail à son point culminant. Des minutes passaient, puis d'un seul coup, il redescendait sur Terre avec à la bouche un sourire et une réponse au problème. Mais sans rien dire du raisonnement, si tant est qu'il se fût agi d'un raisonnement, qu'il avait amené à cette solution. La soudaineté des intuitions est illustrée par ces anecdotes rapportées par Henri Poincaré. Sa plus célèbre découverte fut celle des groupes fuchsiens. Après des mois et des mois d'échecs, il abandonne la recherche et la solution se présente à lui brusquement de la manière la plus inattendue. À ce moment, je quittais Caen, où j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines.
Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien dans mes pensées antérieures ne parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, je n'en aurais pas eu le temps, puisque à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. L'oubli de ces travaux mathématiques durant le voyage et la certitude soudaine de l'exactitude de l'intuition sont caractéristiques justement de l'intuition. Cette expérience n'est pas unique dans la vie de Poincaré, elle se répète même souvent, il en rapporte une autre. Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratriques ternaires indéfinies étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Il y a là une sorte de communication sélective résultant d'un choix opéré parmi une infinité de possibilités. Mais qui effectue ce choix? Il y a donc un regard qui voit là où la conscience de veille est aveugle. Le neuroscientifique John Dylan Haynes fait une observation semblable en se demandant qui fait les calculs. À l'école, je résolvais souvent des problèmes de maths ou de physique, juste pour le plaisir. Et j'ai réalisé que si je bloquais, ça pouvait m'aider de faire quelque chose de très différent. Et la solution surgissait dans mon esprit. Cela me fascinait. Je me demandais qui fait les calculs, qui trouve la solution du problème. Les perceptions intuitives sont souvent liées à des états de demi-sommeil ou de sommeil, comme en témoigne le mathématicien donc Jacques Hadamard, qui rapporte l'expérience suivante. Un phénomène est certain, et je puis répondre à son absolue certitude. C'est l'apparition soudaine et immédiate d'une solution au moment même d'un réveil soudain. Ayant été réveillé très brusquement par un bruit extérieur, une solution longuement recherchée m'a apparu immédiatement sans le moindre instant de réflexion de ma part, fait assez remarquable pour m'avoir frappé de façon inoubliable, et dans une voie entièrement différente de toutes celles que j'avais tenté de suivre auparavant. Le chimiste Frédéric Koukélé, qui a découvert la structure de la molécule de benzène, raconte exactement la même chose. 1865. Le chimiste allemand August Kekulé s'acharne depuis des semaines. Il s'intéresse au benzène, un liquide très inflammable, et tente en vain de trouver sa formule chimique. Il a beau s'entêter et travailler dur, il n'y parvient pas. Pourtant, cela fait déjà une dizaine d'années que l'on connaît la formule brute du benzène, c'est-à-dire le nombre d'atomes contenus dans une seule molécule de ce liquide. On sait qu'une molécule contient 12 atomes, 6 de carbone et 6 d'hydrogène. Qu'est-ce qui tracasse le chercheur alors ? Kekulé aimerait connaître la manière dont sont agencés ces atomes entre eux. Il veut comprendre quelle est la structure de cette molécule de benzène. C'est un casse-tête dont il n'arrive pas à trouver la solution. Dans ses recherches, Kekulé développe une théorie, celle de la structure chimique. C'est la capacité des atomes à former des liaisons entre eux. C'est ainsi que naissent les molécules. Suivant sa théorie, le chercheur remarque que chaque atome de carbone doit toujours avoir 4 liaisons chimiques, alors que l'hydrogène, lui, doit en avoir une seule. Il tente alors plusieurs configurations, suivant les structures alors connues, en rangée, mais le compte n'y est pas. Soit il manque des liaisons, soit il y a trop d'atomes à agencer. Que faire ? Un jour qu'il pique un somme bien mérité, Kekulé fait un drôle de rêve.
Il imagine un serpent se mordant la queue. Eureka! Au réveil, il réagence les atomes entre eux en forme de rond, en alternant les liaisons doubles et simples entre deux atomes de carbone. Grâce à cette idée lumineuse, Kekulé devient le premier chimiste à conceptualiser les molécules en forme de cercle, les molécules cycliques. Le pharmacologue Otto Lévy, qui reçut le prix Nobel pour ses travaux sur les neurotransmetteurs, rapporte aussi une perception durant le sommeil. La nuit suivante, vers 3 heures du matin, l'idée revint. C'était le schéma d'une expérience qui visait à tester l'hypothèse de la transmission chimique dont j'avais parlé 17 ans auparavant. Je me levai, partis au labo et fis une expérience simple avec un cœur de grenouille suivant le schéma du rêve. Nous conclurons avec le cas d'un grand mathématicien indien, Srinivasa Ramanujan. Celui-ci, qui n'avait pas fait d'études, apprit seul les mathématiques avec le livre de Shobridge-Kar, qui était destiné à des étudiants de haut niveau. Ramanujan, qui était un hindou très pieux, disait que ses inspirations lui venaient de la déesse familiale Namagiri Tayar. Ramanujan étonnera les plus grands mathématiciens de son temps, dont Godfrey Hardy, qui le fera venir à Cambridge. Ses travaux remplissent 3 cahiers représentant 700 pages et des milliers de résultats sur la théorie analytique des nombres, les nombres de Bernoulli, le théorème des résidus, les fractions continues, les radicaux imbriqués infinis, etc. Un film récent a d'ailleurs retracé la vie de Ramanujan à Cambridge. Ainsi, loin d'être en opposition avec le processus scientifique, l'intuition apparaît même comme essentielle et, comme le disait Poincaré, elle est l'instrument de l'invention.